Chapitre 4 L'évolution humaine. Ce chapitre s'inscrit dans le thème 3, une histoire du vivant. Dans la classification du vivant, l'homme est un eucaryote, c'est-à-dire que ses cellules possèdent un noyau délimité par une membrane. Ce caractère est apparu vers moins 1,2 milliard d'années. C'est aussi un vertébré. Les animaux pluricellulaires, toujours plus complexes, se diversifient, et parmi eux, certains possèdent un arc fibreux dorsal et une ébauche de crâne. Dans ce groupe, certains fossiles du Cambrien inférieur possèdent des vertèbres rudimentaires, ce sont les premiers vertébrés, vers moins 530 millions d'années. Il appartient également au groupe des tétrapodes. Vers moins 390 millions d'années, le Dévonien supérieur, une innovation importante apparaît. 2 paires de membres munis de doigts. Ce caractère permet la locomotion sur la terre ferme et la terrestrialisation. C'est aussi un amniote. Vers moins 340 millions d'années, c'est-à-dire au Carbonifère inférieur, un nouveau progrès apparaît. L'œuf est protégé par une coquille coriace pondue à terre. L'embryon se développe dans un milieu liquide, à l'intérieur d'une annexe embryonnaire en forme de poche, l'amnios. C'est enfin un mammifère. Dès le Trias supérieur, vers moins 220 millions d'années, au début de l'ère secondaire, les premiers mammifères sont déjà présents. Ils descendent d'ancêtres reptiles qui ont acquis la viviparité et l'homéothermie, puis apparaît le placenta, les poils et l'allaitement. Voyons dans un grand 1 les plus proches parents d'Homo sapiens, c'est-à-dire son appartenance au groupe des primates. Nous irons assez vite sur ce grand 1 puisque vous avez déjà vu la parenté de l'être humain avec les primates depuis le collège. Pour identifier les espèces avec lesquelles l'espèce humaine actuelle est la plus étroitement apparentée, les scientifiques s'appuient sur 2 sortes de méthodes. La première, la comparaison des caractères morpho-anatomiques, permettant de repérer des innovations évolutives communes témoignant d'une parenté. La deuxième, la comparaison des génomes, qu'il s'agisse du nombre de gènes en commun, comme sur ce document, ou du degré de similitude entre les séquences nucléotidiques des gènes que vous ferez lors du TP. L'étude du karyotype de l'humain et du chimpanzé met en évidence un réarrangement d'ADN de grande ampleur. Le séquençage complet des génomes permet quant à lui de comparer l'intégralité des séquences de manière détaillée. Les résultats indiquent environ 4% de différence sur l'ensemble du génome, mais seulement 1% de différence au niveau des séquences nucléotidiques des portions d'ADN communes aux 2 espèces. Ces études révèlent donc que le chimpanzé est le plus proche parent de l'être humain. Ils partagent tous les deux le même ancêtre commun. Voyons maintenant dans un grand 2 cette histoire évolutive, complexe et buissonnante du genre Homo, la lignée humaine. La paléoanthropologie révèle que la lignée humaine émerge au sein des primates africains. On classe parmi la lignée humaine, ou groupe des hominidés, l'ensemble des espèces plus proches parentes de l'homme que du chimpanzé. Les scientifiques estiment l'émergence de cette lignée humaine due à l'avènement de la bipédie, sans doute liée à une pression environnementale. Cela aurait conduit à la séparation d'avec la lignée des chimpanzés aux alentours de 8 millions d'années. Quels sont les caractères de la lignée humaine ? Les caractères des homininés sont liés à l'acquisition de la bipédie comme moyen de locomotion permanent. Ces caractères sont un bassin court et large, des fémurs obliques permettant l'insertion de muscles fessiers puissants et la position avancée du trou occipital entraînant l'équilibre de la tête au sommet de la colonne vertébrale, ce qui favorise la station debout. La comparaison des squelettes de l'humain bipède permanent et du chimpanzé quadrupède met en évidence les nouveaux caractères ou innovations
liées à l'évolution de la lignée humaine. Voyons maintenant cette évolution buissonnante. L'histoire évolutive de l'homme s'est considérablement enrichie et complexifiée ces 25 dernières années. Figurée jadis sous la forme d'un arbre linéaire, elle est désormais associée à des modèles buissonnants ou d'hybridation. Actuellement, selon les interprétations, le genre Homo comprend 11 espèces fossiles principales présentées ici dans l'ordre chronologique. La découverte en 2015 d'un fossile d'Australopithèque en Éthiopie fait remonter l'émergence du genre Homo à moins 2,8 millions d'années, soit 500 000 ans après le plus ancien site archéologique connu. Rares avant 1,8 million d'années, les fossiles forment ensuite un échantillon plus complet, facilitant la description des premiers hommes. Tous ont été découverts le long de la vallée du Rift, en Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie ou au Malawi, mais aussi en Afrique du Sud. C'est ainsi qu'est née la théorie est-africaine du berceau de la lignée humaine. Le paléoanthropologue Yves Coppens, co-découvreur du squelette de Lucie en 1974, propose une explication. Il pense que la formation du rift africain, il y a environ 8 millions d'années, aurait créé un nouvel environnement plus aride à l'est du rift. La végétation de type savane aurait alors favorisé la sélection du caractère bipédie permanente. La découverte d'Abel et de Toumaï en 1995 et en 2001 remet en cause cette théorie. En effet, Abel est daté de moins 3,5 millions d'années. Il est découvert en 1995 à 2000 km à l'ouest du rift africain, au Tchad. Ce fossile, bien plus vieux que Lucie, ne se retrouve pas dans la vallée du Rift. De plus, en 2001, la découverte de Toumaï, datée lui de 7 millions d'années, confirme un foyer plus ancien des premiers humains en dehors du Rift. La dernière découverte, au Maroc, en 2017, enterre définitivement la théorie d'Yves Coppens. En effet, les 5 crânes mis à jour sur le site de Djebel Irhoud, au Maroc, présentent tous des caractères morphologiques semblables aux nôtres, ce qui indique qu'il s'agit d'Homo sapiens archaïques. Ils sont également datés de 300 000 ans, soit 100 000 ans de plus que les plus anciens fossiles d'Homo sapiens connus jusqu'à présent. Ces découvertes suggèrent alors que notre ancêtre aurait émergé de différents points du continent africain et non seulement d'un seul berceau. Voyons maintenant dans ce dernier paragraphe des caractères qui ont été transmis de manière non génétique. De nombreux caractères nous ont été transmis par nos ancêtres. Ils sont les témoins de nombreux changements de l'environnement qui ont entraîné la sélection de ces caractères anatomiques. Cependant, d'autres caractères nous ont été transmis, mais pas par les gènes. L'étude de l'évolution des mandibules et des dents donne des indications sur le régime alimentaire de l'homme qui les possédait. Il y a 2 millions d'années, les homininés se régalaient non seulement d'insectes, mais aussi de charognes, avant de chasser des animaux de plus en plus gros. Cependant, des analyses du tartre présent sur les dents de plusieurs individus révélaient la présence de résidus d'amidon ayant été cuits. Les chercheurs ont également mis en évidence une variabilité du régime alimentaire en fonction des régions. Cependant, nous savons que le régime alimentaire participe à l'évolution du microbiote à partir d'un stade de départ lié à la naissance. On a ainsi découvert la présence de gènes codant pour une enzyme capable de digérer la paroi des algues rouges dans les bactéries intestinales des Japonais. Cette enzyme est naturellement présente dans une bactérie marine. La présence de ces gènes dans le microbiote japonais ne vient donc pas d'un héritage ancestral, mais bien d'une adaptation du microbiote au régime alimentaire de son organisme. Dans la production d'outils, on reconnaît les techniques utilisées. Ainsi,
L'industrie des bifaces, découverte à Saint-Acheul à l'est d'Amiens, a été maintenue avec peu d'évolution pendant près de 1 million d'années. Cette industrie, dont on retrouve des traces en Afrique, il y a 1,6 million d'années, s'est diffusée jusqu'en Europe où les plus anciens bifaces remontent à 800 000 ans. C'est donc aussi un caractère des hominidés qui a été transmis de manière non génétique. La transmission des techniques de taille des silex coïncide avec l'évolution de la capacité crânienne et l'apparition du langage articulé. Le langage articulé correspond à un mode de communication formé de sons différents, identifiables et signifiants. Il nécessite certaines aptitudes anatomiques, comme un larynx en position basse, et des aires cérébrales spécifiques observées chez le chimpanzé et l'humain. Le langage semble être apparu il y a 2 millions d'années, et il se serait enrichi au cours du temps. Cette innovation anatomique a permis la transmission des savoirs, la culture et la pratique des arts. Ce sont des caractères qui n'ont pas été transmis de manière génétique.